Alors j'ai intitulé ça la guerre des ondes. Pourquoi? Parce que sans qu'on s'en rende compte, la planète est maintenant couverte d'ondes électromagnétiques générées par l'homme. Il y en avait déjà avant, bien sûr, mais on ne sait pas du tout ce qui va se passer avec tout ce brouillard dans lequel nous sommes tous plongés maintenant. Et on ne peut pas s'en débarrasser, bien sûr, on ne va pas revenir en arrière. Mais il faut savoir qu'il peut y avoir des conséquences sur notre corps biologique importantes et imprédictibles. Donc il faut se préparer à ça. Et nos recherches s'inscrivent un peu là-dedans. C'est-à-dire qu'on a étudié un certain nombre de maladies chroniques, dont les cancers dont on va parler aujourd'hui, et trouvé qu'effectivement, non seulement il y a ce brouillard, mais il y a une résonance à partir de ce brouillard de molécules d'ADN, de germes notamment, de germes impliqués dans les maladies chroniques. Et cette émission peut être détectée, donc permet des nouvelles méthodes de diagnostic d'une part, et peut-être aussi de traitement. Alors ces maladies chroniques, elles sont bien sûr très nombreuses, elles sont multifactorielles bien sûr, mais elles ont en commun quand même deux facteurs. Un facteur biochimique qui est le stress oxydant, la production de radicaux libres, et d'autre part des infections froides par des agents infectieux. Infection froide, c'est-à-dire sans vraiment critères importants d'inflammation, sans fièvre, mais persistante et causant à la longue des dégâts importants. Alors, ces facteurs sont liés d'une part à la pollution générale, sont transmis par les aliments, l'air, augmentés par la pollution chimique et les radiations, mais aussi par les comportements de l'homme, le tabac, l'alcool. Alors là, bien sûr, il y a déjà la prévention, mais le reste ne suit pas. Et surtout, donc, infection parasitaire, bactérienne, virale. Et c'est l'addition de tous ces facteurs qui va donner ces maladies chroniques. Et aujourd'hui, je le répète, on va surtout se concentrer sur les infections. Un petit mot quand même sur le stress oxydant, car on peut le corriger, bien sûr. On a à la disposition un certain nombre d'antioxydants, j'allais dire d'antioxydants que l'on peut ingérer, mais aussi fournis par l'alimentation, mais aussi synthétisés par l'organisme. Nous avons malheureusement des différences génétiques et certains d'entre nous sont moins favorisés pour synthétiser notamment le glutathion, qui est un antioxydant naturel et détoxifiant très puissant. Alors, les infections froides, donc, elles persistent malgré les défenses immunitaires. Et il faut bien voir, donc, quand nous détectons par la sérologie des réponses immunitaires, des anticorps notamment, on ne connaît pas l'historique de ces infections. Elles peuvent être anciennes. Et la présence donc d'une augmentation d'anticorps peut être simplement une réactivation de ce qui existait auparavant et une réactivation tout à fait secondaire. Donc ce n'est pas forcément une cause dans ce que nous observons. Souvent, les formes bactériennes sont maintenant intracellulaires. Et ça, c'est assez nouveau parce que donc les bactéries ont pensé qu'elles étaient la cause d'infections aiguës, de grandes épidémies. Oui, autrefois. Mais maintenant que nous avons pu contrôler les grandes épidémies, les bactéries ont appris à persister dans l'organisme sous une forme presque latente, un peu comme les virus. Les virus, bien sûr, ont appris à faire ça depuis très longtemps. Et aussi, elles se cachent pour la formation de biofilms, ou même elles sont présentes, transportées par des vecteurs, notamment des protozoaires, des amibes par exemple, ou des vers, etc. Et donc elles peuvent être cachées par les vecteurs. Enfin, donc ces infections froides quand même génèrent un stress oxydant qui est donc un facteur que l'on peut détecter même dans ces infections. Alors je vais vous parler, certains d'entre vous les connaissent,
Mais ces technologies que nous utilisons sont pour l'instant non reconnues, non validées, non remboursées, bien entendu. Mais je pense que dans l'avenir, elles le seront. C'est une question de temps et de conviction des autorités, disons, du mainstream du corps médical. Alors, c'est basé sur le fait que nous avons détecté, il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, des ondes électromagnétiques produites par des dilutions aqueuses d'ADN de bactéries et virus dans les pathologies humaines, dans les pathologies humaines chroniques notamment. Et ceci donc peut se faire simplement à partir du plasma, d'un prélèvement de plasma. Et pour tout médecin qui s'intéresse à ce problème, nous pouvons vous envoyer par email un protocole de prélèvement du sang relativement simple, mais qui doit être respecté pour qu'on puisse détecter après les signaux de l'ADN. Alors, cette technologie fait appel à un changement de paradigme, car toute la biologie actuelle, la biologie moléculaire, est basée sur le fait que les molécules biologiques interagissent par contact et complémentarité de forme. Nous ajoutons, bien sûr, cette communication existe, mais nous y ajoutons le rôle des ondes, des signaux électromagnétiques, SEM, et ces ondes agissent par résonance à distance, par interférence. Donc ça complique beaucoup les choses, bien sûr, bien entendu, mais je crois que notre système biologique, nous existons parce que nous sommes très, très complexes. Et ça fait appel aussi au fait qu'il y a un médium particulier qui est un élément majeur dans notre corps, qui est l'eau. Alors l'eau, il y a de l'eau que l'on boit, bien sûr, l'eau extérieure, l'eau de la mer, mais il y a aussi l'eau organisée par les molécules biologiques. L'eau dans notre corps, elle n'est pas libre, elle est organisée et dans certains cas, elle mémorise les structures d'autres molécules. Alors là, ça fait aussi, bien sûr, bien plaisir à l'homéopathie, puisque l'homéopathie est basée sur le fait qu'il y a des dilutions où il n'y a plus de la molécule de départ. Eh bien, il y a toujours quand même des structures qui peuvent être dans les granules et qui peuvent, quand elles sont donc activées, peut-être par résonance, agir même à de très fortes dilutions. Donc, je pense que la médecine, la meilleure médecine, c'est celle qui guérit, et elle doit donc faire appel à la fois au progrès de la biologie, mais aussi à toutes les médecines traditionnelles qui, par empirisme, ont trouvé des choses très intéressantes. Alors, les faits que nous avons observés, parce que souvent on nous dit tout ceci c'est bien joli, mais c'est de la théorie. Mais pas du tout, c'est basé sur des observations que nous avons répétées des centaines de fois, avec beaucoup de mise au point précise. Et ici, je vous montre les principales conditions, c'est-à-dire que nous détectons des ondes basses, de très basse fréquence, dans certaines dilutions de filtrats, et filtrats à 100 nanomètres ou 20 nanomètres, à partir de cultures de micro-organismes ou de plasma de patients infectés avec les mêmes agents, ou de l'ADN extrait de ce plasma. Alors, le plasma, il marche s'il est frais, s'il n'est pas congelé. On perd par congélation la production de ces signaux, mais si on extrait l'ADN de ce plasma congelé, on peut à nouveau régénérer les signaux, puisque c'est l'ADN qui les produit. Alors, schématiquement, voilà donc comment les choses se présentent. Nous faisons des dilutions de 10 en 10 à partir d'une concentration relativement basse de l'ADN extrait du plasma, mais ça peut être extrait de cellules également. Et on voit qu'à certaines dilutions, assez loin dans la dilution, mais ce n'est pas de très haute dilution, on observe l'émission de signaux d'une fréquence plus grande que le bruit de fond qui existe naturellement dans toutes les préparations. Et ceci est lié à l'excitation, c'est donc un phénomène de résonance
l'excitation par le bruit électromagnétique ambiant. Alors ce bruit électromagnétique, au départ, ce sont les ondes de Schumann, les ondes de résonance de Schumann qui circulent à la surface de la Terre, donc qui existent depuis la nuit des temps, depuis l'origine de la vie. Mais maintenant, depuis quelques décennies, on a en plus, bien sûr, tout le bruit électromagnétique généré par toutes nos machines, portables, Wi-Fi, etc. Donc, parfois, on n'est pas en peine d'avoir cette résonance. Elle existe probablement tout le temps, et notre corps est exposé à ces radiations. Mais pour la mesure, il faut quand même que ce bruit ne soit pas trop élevé. Or, maintenant, il existe des pics de production de ces ondes suivant un contexte assez complexe. Ça dépend un peu du sous-sol, des failles géologiques, plus les courants d'eau souterrains et la pose des antennes de téléphone. Donc vous avez de façon imprédictive parfois des pics de fréquences qui ne permettent pas de faire ces travaux, mais qui probablement aussi ont des effets pathologiques importants. Donc je pense que dans l'avenir, dans le cadre de la prévention, il faudra avoir des petits appareils qui permettront de détecter ces pics de fréquences et essayer de les éviter. C'est pas toujours facile, mais enfin il y a aussi des protections métalliques qui peuvent agir dans ce cas-là. Mais je pense que ceci sera aussi très important du fait que de plus en plus de personnes deviennent électrosensibles, c'est-à-dire qu'elles sont devenues, après un choc initial, extrêmement sensibles aux radiations ambiantes et qu'elles ne tolèrent plus. Et je pense que plus il y aura d'appareillage installé, plus il y aura de production 3G, 4G, 5G, etc., plus il y aura de personnes qui vont cadrer dans cette pathologie, et ça sera probablement un des thèmes futurs, peut-être, des organisations ici, de parler de comment s'en protéger. Alors, en tout cas, pour nous, actuellement, donc, la plupart des endroits sont quand même utilisables, et nous détectons donc pour certaines dilutions, mais vous voyez que ces dilutions sont quand même assez fortes dans le cas d'ADN bactérien, 10 puissance 8 à 10 puissance 13, et le calcul montre qu'à 10 puissance 13, vous n'avez plus les molécules d'ADN de départ. Donc là, nous faisons donc un peu de l'homéopathie également. Alors, on enregistre, ceci ressemble à un électrocardiogramme, mais ce n'est pas la même échelle de temps, c'est en millisecondes. On enregistre donc des fréquences nouvelles dans ces dilutions, mais aussi une augmentation d'intensité. Donc nous avons deux méthodes pour quantifier, enfin celle-ci surtout utilisée pour quantifier, c'est-à-dire l'augmentation de l'intensité globale du signal par rapport au bruit de fond. Et si on veut comparer donc les fréquences, vous voyez à gauche le bruit de fond, avec en couleur l'échelle un peu des fréquences, c'est bien surtout des fréquences très basses liées au champ électrique, 50 Hz, au champ du courant électrique. Mais vous voyez qu'à droite, vous avez un shift, un changement vers des fréquences plus élevées qui correspondent à ce qu'on peut enregistrer autour de 1000 à 3000 Hz. Et vous voyez en haut que ces fréquences se superposent aux fréquences du bruit de fond, ce qui suggère donc que le bruit de fond sert un peu d'onde porteuse, et que vous avez par-dessus donc une modulation de cette onde porteuse qui est spécifique. Elle est probablement spécifique de chaque ADN, de chaque séquence d'ADN, mais pour l'instant, on n'a pas été... Enfin, nous essayons d'aller évidemment jusqu'au bout, c'est-à-dire de caractériser chacune des fréquences correspondant à chacune des séquences d'ADN que l'on détecte. Ça sera évidemment formidable, mais on n'en est pas là. Pour l'instant, on s'attache simplement à la différence quantitative des fréquences, et cette différence est la même, on peut dire, pour tous les ADN. Alors l'interprétation de tout ceci, c'est très, très compliqué. Et là, ce sont naturellement les physiciens qui essaient de trouver la réponse. C'est qu'on sait que l'ADN et d'autres molécules, d'autres polymères peuvent
organiser l'eau à leur périphérie. Et cette eau, donc, peut générer des structures relativement stables, qui sont comme un cristal liquide, et ces structures ne vibrent pas à faible dilution. C'est pour ça qu'il faut aller dans les dilutions plus fortes pour les voir libres de vibrer et donc pouvoir être détectées sous forme d'un signal. Alors, ces structures, qu'on appelle donc des nanostructures de l'eau, parfois elles irritent beaucoup les physiciens de l'eau, parce que les physiciens de l'eau savent que les dipôles de l'eau, l'eau est formée de molécules H2O, 2H et un gros atome d'oxygène. Ces dipôles forment des structures, bien sûr, des polymères, notamment des hexamères ou des pentamères, mais de durée de vie extrêmement faible, de moins de la milliseconde, de la femtoseconde même. Et donc ces structures sont en perpétuel renouvellement et on voit mal comment elles peuvent garder une information. Ce que nous voyons cependant, ce sont aussi des faits, c'est que ces structures résistent quand même à un chauffage à 95 degrés. Je vous ai dit tout à l'heure que le plasma, on pouvait inactiver déjà la production de signaux à plus basse température, à 70 degrés, mais là, quand nous avons des solutions d'ADN purifiées, on trouve que ces structures sont relativement stables et résistent 2 minutes ou même 10 minutes à 95 degrés. Elles sont donc relativement stables à la température. Et ça, c'est important parce qu'on va détecter l'ADN formé par ces structures, par la PCR, la polymérase chain reaction, qui implique justement un chauffage de l'ADN à 95 degrés. Donc voilà un peu le schéma. La meilleure explication pour l'instant, c'est que ces structures forment des domaines d'activation d'un grand nombre de molécules, peut-être de millions, qui probablement résistent, sont relativement stables pendant des heures et même des jours après leur formation. Alors, les expériences, je passe évidemment très rapidement sur tout ce que nous avons fait depuis cette détection, c'est-à-dire que nous avons montré qu'on pouvait transmettre l'information de l'ADN dans un tube d'eau. Et donc ça passait par des ondes électromagnétiques, à condition donc qu'il y ait la stimulation, une excitation extérieure pour la résonance. Et donc dans ces tubes qui sont donc en principe que de l'eau, on va pouvoir récupérer l'information de l'ADN. Ça étonne beaucoup de personnes qui nous accusent bien sûr de dire vous avez des contaminations, etc., etc. On a répété ces expériences des centaines de fois, et elles ont été répétées dans d'autres laboratoires, et je pense que ce sont des faits. C'est des faits difficiles à avaler, bien sûr, si on admet que l'eau n'a pas de structure stable. Mais si vous admettez que l'eau est un médium qui garde l'information de molécules, et ça c'est la base aussi de l'homéopathie, eh bien tout est possible. Mais ceci, probablement, existe à l'état naturel. Alors je passe à la deuxième technique que nous utilisons pour valider en somme la détection des signaux également, c'est la PCR, la polymérase chain reaction, qui permet donc d'amplifier des millions de fois une séquence à condition qu'on ait d'une part des oligonucléotides qui vont se fixer sur deux parties distantes de la chaîne d'ADN chauffée donc en un brin, dans un seul brin de la double hélice, et surtout l'utilisation d'une polymérase particulière qui est la Taq polymérase, extraite de bactéries thermophiles, c'est-à-dire des bactéries des eaux chaudes, des eaux même très chaudes. Donc cette polymérase est une protéine qui est relativement stable à haute température. Donc on va pouvoir fondre à chaque fois la molécule de double hélice par le chauffage et récupérer toujours la polymérase qui va donc continuer son action. En général, on utilise 40 cycles. Alors ici, nous avons été jusqu'à 70 cycles pour augmenter encore la sensibilité tout en conservant la spécificité. Alors voici un exemple de détection d'ADN amplifié par la PCR. En haut, vous avez l'ADN de départ. Et donc, il y a des dilutions de 2, -2, -3, -4. Pardon.
Et en bas, vous avez toujours donc l'ADN formé par un PCR à partir de l'eau qui a été signalisée. Et vous voyez que cette bande d'ADN est plus loin dans les dilutions, ce qui suggère que même dans la PCR, dans cette réaction de PCR, il y a également peut-être rôle des transmissions par l'eau, par des signaux de l'eau, puisqu'on arrive à des dilutions à -7, -8, où en principe il n'y a non plus d'ADN. Alors, donc ça veut dire que la PCR va détecter moins d'une molécule d'ADN dans ces conditions. Alors comment expliquer la différence? Bien, c'est qu'on a peut-être utilisé justement les mêmes techniques que pour détecter les signaux, c'est-à-dire dilution, agitation. J'ai oublié de vous le dire, mais c'était marqué dans la diapositive. Il y avait, chaque dilution doit être agitée par un vortex très fort pendant 15 secondes pour permettre la transmission de l'eau signalisée à la dilution suivante. Alors, on s'est bien sûr demandé si ce phénomène existait à l'état naturel. C'est possible, et bien sûr, on n'a pas la preuve pour l'instant, mais on peut imaginer, là c'est une hypothèse, donc que l'eau va amplifier par les informations d'ADN qu'elle contient des ADN d'origine pathogène, et cet ADN va pouvoir être à nouveau retranscrit et utilisé par d'autres cellules, des cellules immunitaires par exemple. Alors ce qui est très important, c'est de noter que pour l'instant, ce phénomène n'existe qu'à partir de l'ADN extrait de bactéries ou de virus, d'agents donc pathogènes, et pas par exemple de bactéries probiotiques ou de virus atténués. Alors nous nous sommes demandé pourquoi, et pour l'instant l'explication est basée sur un travail de chimistes fait par le groupe de Jacqueline Berton, qui est que probablement ces molécules d'ADN sont oxydées, sont soumises à un stress oxydant important. Elles ont été extraites de patients, notamment infectés de maladies. Donc ces molécules ont des transferts de charge d'électrons très importantes et à grande distance. Et on pense que c'est ces transferts de charge qui sont à l'origine de l'émission électromagnétique. Mais ceci peut-être n'est qu'un phénomène différent au point de vue quantitatif, c'est-à-dire que peut-être normalement également, les molécules d'ADN se comportent comme des antennes dans les cellules et donc peuvent aussi être sensibles à des signaux ou émettre des signaux. Donc voilà un peu l'hypothèse. Des agents pathogènes sont associés au stress oxydant. Certaines séquences de leur ADN sont ainsi davantage oxydées au niveau de leur base par des radicaux libres. Il en résulte un transfert de charge électrons sur une longue distance, Jacqueline Berton, et l'émission d'un champ électromagnétique. Et finalement, ce que nous détectons, c'est le champ électromagnétique qui est présent donc à partir de ces bactéries ou de ces virus, mais surtout aussi chez les patients. C'est un phénomène que l'on peut donc détecter à partir d'une petite quantité de plasma ou de cellules. Alors ceci, c'est un peu un carton pour vous montrer que la molécule d'ADN se comporte comme une antenne assez fidèle, et à cause des oxydations, à cause de l'oxygène. Alors les applications de cette technologie, elles sont nombreuses, on n'a pas tout épuisé, mais je pense qu'elles peuvent surtout détecter des situations où on ne connaît pas l'agent pathogène, l'agent infectieux. Alors c'est le cas par exemple des opérations à cœur ouvert où les bactéries pathogènes traversent la muqueuse intestinale de façon anormale. C'est le cas bien sûr des transfusions de sang, détection de micro-organismes inconnus. Et je cite un exemple, par exemple, dans la maladie de Lyme, n'est-ce pas? Dans la maladie de Lyme, nous avons une excellente PCR, mais qui détecte seulement quelques-uns des germes transmis par les tiques. Et il y a des cas de maladie de Lyme qui ne sont pas des borrélioses ou des borrélioses liées à des sous-espèces, à des espèces différentes que de Borrelia burgdorferi. Et donc là, on a des cas où vous avez donc des patients
qui ont été mordus par des tiques, qui ont tous les symptômes de la maladie de Lyme chronique et qui sont PCR négatifs pour Borrelia et qui sont positifs pour des signaux électromagnétiques. Donc c'est le cas d'autres maladies chroniques également. L'intérêt donc est de détecter des infections latentes, froides, dans des maladies qui ne sont pas connues pour être d'origine infectieuse. Et l'intérêt suivant, c'est de pouvoir appliquer des thérapeutiques basées sur la décroissance des signaux que l'on mesure. Donc thérapeutique par les ondes, peut-être plus tard. C'est-à-dire thérapeutique par les ondes elles-mêmes modifiées. Mais pour l'instant, on peut donc faire une thérapeutique classique antibiotique et voir, je vous en donnerai quelques exemples, voir la décroissance des signaux avec l'amélioration de l'état clinique. Alors voici quelques applications médicales actuelles. Donc vous voyez qu'on a élargi la détection des signaux des maladies qui ne sont pas connues pour être d'origine infectieuse. La maladie d'Alzheimer, le Parkinson, vous voyez beaucoup de maladies neurodégénératives, la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde, certains cancers, même des maladies cardiovasculaires, les AVC par exemple. Je vais vous montrer simplement une illustration de ceci dans l'autisme, puisqu'il y a un mur de silence pour nier qu'il y a des facteurs organiques dans l'autisme, n'est-ce pas? L'autisme est considéré qu'une maladie purement, même pas une maladie, un handicap psychologique lié à la mère surtout. C'est totalement insuffisant. Je ne dis pas que ces facteurs n'existent pas, mais les facteurs biologiques sont quand même sont très solides, du fait même que si on élimine ces facteurs biologiques, on améliore beaucoup la condition de l'enfant autiste. L'autisme est une maladie curable et non pas absolument inévitable et catastrophique pour l'enfant et les parents. Alors, ce que nous avons trouvé, et nous ne sommes pas les seuls, c'est qu'il y a effectivement un changement dans la flore microbienne, probablement au niveau intestinal d'abord, qui va aller jusqu'au cerveau du fait que les barrières naturelles sont rompues, la barrière de la muqueuse intestinale et aussi la barrière hémato-encéphalique. Alors il faut bien voir que l'autisme est une épidémie à l'heure actuelle qui a une croissance quasi exponentielle. Ça, ce sont des courbes dans les États américains, mais on les trouve aussi en Europe, en Asie, en Afrique, partout. Et donc, elles sont très inquiétantes puisque le nombre d'enfants autistes augmente continuellement et maintenant on est plus qu'à 1 sur 50 aux États-Unis et si on extrapole la courbe, on va jusqu'à un enfant sur 2 dans 20 ans. Donc c'est quelque chose dont il faut se préoccuper, je pense, dont les pouvoirs publics devraient se préoccuper, alors qu'une grande partie du corps médical nie encore cette épidémie. Elle lie simplement un meilleur diagnostic de la maladie, ce qui probablement contribue, mais pas à ce point-là, et nie l'origine infectieuse de cette maladie. Alors je vais donc vous présenter rapidement, si vous voulez, parce qu'on va parler de cancer après, ce qui se passe dans l'autisme, cette barrière intestinale rompue, probablement du fait d'inflammation, de facteurs généraux. Et dans ces facteurs, il y a certaines vaccinations au mauvais moment. Je ne dis pas qu'il faut être contre les vaccinations générales, mais il faut écouter l'enfant, écouter les parents. Si l'enfant a une infection intercurrente, une inflammation quelconque du système immunitaire, il ne faut pas vacciner à ce moment-là. Alors, ce que nous détectons, c'est grâce d'abord à un travail américain, qui a été publié en 2012 par le groupe de Jan Lipkin à Columbia University à New York, avec lequel nous collaborons. Et ce groupe a trouvé des nouvelles espèces bactériennes du genre Suterella dans des biopsies d'iléons d'enfants atteints d'autisme et ayant également des troubles intestinaux. Et donc ils ont comparé cette étude avec des enfants qui avaient le même type de problèmes intestinaux, mais pas d'autisme. Et ils ont trouvé donc une bactérie, Suterella, pour laquelle ils ont défini
des amorces pour la PCR, et nous avons donc dérivé notre étude d'abord ou en même temps par la PCR et les signaux sur un certain nombre de patients autistes, d'enfants autistes en France, en Italie et dans d'autres pays européens, et trouver une extrêmement bonne corrélation entre la PCR Suterella et également la présence de signaux électromagnétiques. Et voici un exemple d'un enfant, un travail en collaboration avec Jean-Pierre Lablanchy qui est ici, qui est de traiter un enfant donc autiste de 4 ans. Il avait acquis l'autisme après un trauma sur la tête, donc pas de vaccination dans ce cas-là. Et donc il avait un taux très fort de 35% au-dessus du bruit de fond de signaux électromagnétiques, c'est dans leurs données ici. Et traité par l'azithromycine, ces signaux ont diminué mais n'ont pas disparu. On a donc fait un autre traitement, cefirimoxib, par la suite, qui a encore diminué le taux des signaux. Et la beauté des choses, c'est qu'en même temps, la PCR devenait négative et également les signes cliniques de l'autisme, l'absence de parole, le refus de manger, etc., se sont beaucoup atténués. Je ne dis pas guéris, bien sûr, mais atténués. En fait, on n'arrive pas ici totalement à éradiquer, c'est un travail de quelques années déjà, on n'arrive pas à éradiquer totalement cette infection, mais nous avons maintenant mis au point des protocoles d'antibiotiques qui font notamment appel aussi à l'addition de rifampicine, médicament antituberculeux, et là on obtient des éradications de cette infection. Je crois qu'il y a un autre exemple ici, un enfant américain, pardon, non il n'est pas là, mais un enfant américain et deux enfants américains aux États-Unis qui ont été traités par assez longuement, pendant plus d'un an, par cette combinaison d'antibiotiques plus des antiparasitaires, des antifongiques, etc. Et on voit une éradication de l'infection Suterella, c'est-à-dire que les signaux restent négatifs même après l'arrêt du traitement antibiotique, et la PCR également. Et dans ce cas, l'enfant a pratiquement stabilisé. Je le répète, pas guéri, mais très amélioré. Ici, c'est une étude statistique qui a été faite sur 150 enfants autistes comparés à des enfants non autistes du même âge, et qui montre que 85% de ces enfants ont des signaux électromagnétiques dans leur plasma. Et on a une PCR de 82% positive chez 82% d'entre eux pour la PCR Suterella. On a fait une PCR aussi pour Borrelia, où là, qui est beaucoup plus faible, qui n'est pas significative. Donc nous pensons que ce groupe de bactéries autour de Suterella, probablement apporté par la nutrition précoce de l'enfant, on le trouve notamment les mères sont négatives, ça joue un rôle important, bien corrélé avec l'autisme, comparé à un groupe d'enfants non atteints, où on trouve simplement des pourcentages très faibles de PCR Suterella et de signaux électromagnétiques. Donc je crois que c'est une bonne démonstration, peu connue et surtout ignorée, n'est-ce pas, par les médias, par un certain nombre de médecins. C'est très important de faire connaître que l'autisme est une maladie, une infection curable, et qu'on peut beaucoup améliorer la condition de ces enfants par des traitements antibiotiques bien supportés, bien améliorés maintenant par le groupe de cliniciens qui nous entourent. Alors maintenant, revenons un petit peu à quelle est la physiopathologie de cette infection, mais qui peut s'appliquer non seulement à l'autisme, mais à beaucoup de maladies neurodégénératives où on détecte des signaux. Il y a au départ à la fois une prédisposition génétique, on ne peut pas la nier, mais des facteurs environnementaux. Et ce qui a augmenté l'incidence de ces maladies, c'est évidemment pas les facteurs génétiques, ce sont les facteurs environnementaux qui ont changé.
Et finalement, on arrive à une situation de stress oxydant, d'immunodépression liée au stress oxydant, à la prolifération d'agents bactériens qui vont à nouveau eux-mêmes générer un stress oxydant. Et probablement, il existe une phase qui devient irréversible quand des mutations somatiques sont induites par ce stress oxydant et peut-être d'autres facteurs toxiques des bactéries. Et à ce moment-là, on a des effets neurologiques que l'on ne peut pas changer. Ce qui veut dire donc qu'il faut traiter ces maladies au début et pas évidemment à la fin si on veut obtenir une réversion assez importante. Alors, dans le cas de l'autisme, il y a donc une deuxième barrière qui a sauté probablement, c'est au niveau hémato-encéphalique. Et là, on sait que les radiations électromagnétiques, même de basse fréquence, peuvent ouvrir cette barrière. Donc on a une addition d'effets complexes, mais qui aboutit à des situations irréversibles. Je passe rapidement sur un deuxième exemple, qui est la borréliose de Lyme, dont j'ai déjà parlé, donc qui se caractérise par un polymorphisme des spirochètes, il y a des formes kystiques, il y a un tropisme neurologique, articulaire, et persistance donc des années de cette bactérie dans des sortes de sanctuaires probablement au niveau des articulations. Alors cette bactérie est polymorphe, donc à la fois une forme spirochète, comme le tréponème de la syphilis, et aussi une forme kystique ronde, que vous voyez ici, attachée à côté de la forme spirochète. Alors nous avons utilisé à la fois donc une PCR sur l'ADN ribosomal, très sensible et relativement spécifique, et qui permet donc de détecter dans la plupart, pas tous, des patients affectés en Lyme chronique, la présence continuelle du Borrelia. Ce n'est pas une infection au départ, puis la bactérie s'en va. Non, elle persiste. Et on la peut détecter donc par les bandes d'ADN un peu PCR, ici avec 40 cycles, et encore mieux avec 70 cycles également. Donc ce test, nous le proposons également au centre de transfusion, parce que je crois que ça serait important de savoir que c'est de faire augmenter la sécurité transfusionnelle du fait même de la diffusion de cette infection qui dépasse les tiques. Il y a probablement une transmission de mère à enfant, et il y a peut-être par d'autres moyens une transmission sexuelle peut-être aussi, puisqu'on a des couples qui sont affectés à partir d'un des partenaires. Et là aussi, on a commencé une étude statistique avec François Lallemand à Strasbourg qui montre que 85% des Lyme, c'est le parti bleu, 82%, pardon, des Lyme sont positifs pour Borrelia en PCR et en signaux, et la PCR seule, 64% seulement. Enfin, c'est quelque chose quand même plus important que les PCR qui existent commercialement. Alors, ce qui est intéressant, donc, c'est qu'on peut détecter, grâce à cette PCR et les signaux, la présence de Borrelia 10 ans après la piqûre. Ce sont donc une persistance très longue, un peu comme la paralysie générale dans la syphilis, avec à la fois des signes neurologiques et articulaires. Et là aussi, un traitement antibiotique induit une amélioration, mais parfois c'est très difficile d'éradiquer le germe. Alors maintenant, où en sommes-nous pour les autres maladies? Et on voit que beaucoup de maladies infectieuses chroniques, comme non seulement Lyme, mais également le sida, ont la présence de signaux. Et ce qui est très intéressant, c'est que tous les patients sous trithérapie qui suppriment la charge virale dans le plasma ne suppriment pas du tout la production à la fois de signaux et la présence, la détection par PCR de l'ADN du virus. Mais il y a encore une complication, c'est-à-dire qu'il y a également un deuxième facteur bactérien présent dans les globules rouges qui est également, probablement, sert d'activateur de virus. Donc, ceci veut dire qu'il
il faut trouver d'autres moyens que la trithérapie pour éradiquer cette infection. Nous y travaillons, mais d'autres aussi. Je voudrais surtout souligner que dans d'autres maladies qui ne sont pas connues comme la maladie comme d'origine infectieuse, comme la maladie d'Alzheimer, on trouve des signaux. Là, on n'a pas encore diagnostiqué quelle bactérie est impliquée. L'arthrite rhumatoïde également, certains cancers, certaines AVC, sclérose en plaques également, et même schizophrénie, où on trouve, là on n'a pas beaucoup d'études bien sûr, mais nous trouvons la présence de signaux qui suggèrent qu'il y a un facteur bactérien. J'ai oublié de vous dire qu'on peut différencier l'origine bactérienne ou virale par la taille des structures induites dans l'eau. Ces structures sont plus larges, plus grandes avec l'origine bactérienne, et donc elles passent certains filtres comme 100 nanomètres, mais sont retenues par les filtres de 20 nanomètres, alors que les structures induites par des petits virus ADNA, elles passent également les filtres de 20 nanomètres, sont plus petites. Donc on peut avoir déjà, grâce à ce diagnostic, une idée de l'origine soit virale, soit bactérienne. Je voudrais maintenant parler un peu du cancer, parce que là, vous avez donc vu une application pour les diagnostics et même des suivis thérapeutiques. Mais maintenant, est-ce qu'on peut aller plus loin? Alors, ce que nous nous sommes posé la question, est-ce que l'on peut trouver ce phénomène de traduction des signaux dans des cellules vivantes? Et ce que nous avons trouvé, c'est qu'effectivement, on peut transmettre le signal enregistré sur ordinateur, donc donné par un ADN bactérien. Et là, nous avons choisi Borrelia, l'agent de Lyme. Est-ce qu'on peut avoir une traduction de cet ADN sans avoir la polymérase, la PCR, etc., directement dans des cellules vivantes? Et la surprise a été que pour l'instant, c'est uniquement les cellules vivantes d'origine tumorale. Donc nous avons d'abord fait un travail in vitro sur des lignées établies d'origine tumorale humaine, et c'est uniquement ces cellules qui vont traduire le signal. Alors il y a donc une première étape, enregistrement du signal donné par Borrelia, le stockage sous forme numérique dans un fichier d'ordinateur, et ensuite transduction. Donc à partir de l'ordinateur, on fait rejouer le signal un certain nombre de fois pendant un certain temps, il faut parfois 5 à 10 jours. Ce signal est amplifié et donné dans une solénoïde qui va donc induire un champ magnétique modulé à son intérieur. Et à l'intérieur, on place un flacon de culture. Donc les cellules vivantes sont placées là, soit verticalement si ce sont des cellules en suspension, soit horizontalement pour des cellules qui sont attachées à la paroi du flacon. Alors 8 à 10 jours passent, parfois 5 jours suffisent, à 37 degrés. Et qu'est-ce qu'on observe après? Eh bien, on mesure d'une part la mortalité cellulaire et d'autre part la présence de signaux et la PCR pour l'ADN. Alors ici, vous avez donc le comptage des cellules vivantes en haut, et après quelques jours, vous avez en bas en rouge. Voilà, après quelques jours, en bas, les cellules vivantes ont diminué beaucoup, et les cellules mortes, au contraire, sont prédominantes. Donc nous avons une lisse cellulaire induite par l'émission de ce signal, et on a fait beaucoup de contrôles pour voir que ce n'est pas uniquement des fréquences qui sont à l'origine de ça. Il y a beaucoup de travaux dans le passé, et même encore actuellement, qui montrent que le traitement des cellules cancéreuses par certaines fréquences, certaines basses fréquences, peuvent aussi induire une régression. Là, c'est vraiment pas seulement la fréquence, mais le message contenu par cette fréquence, donc la synthèse d'ADN. Il y a une très bonne corrélation entre cet effet cytopathogène et la production d'ADN Borrelia dans l'ADN des cellules tumorales. Et également, la production de cet ADN lui-même émet des signaux qui correspondent au même Borrelia. Donc on a transduit, on peut dire, l'information dans les cellules, et la question est de savoir qu'est-ce qui se passe dans ces cellules. Alors là, je reviens à une théorie ancienne du cancer. Il y a eu beaucoup de travaux à fin 19e siècle, début 20e siècle, mais à l'époque, les techniques n'étaient pas très adéquates,
qui suggèrent qu'il y a peut-être un agent infectieux qui produit ce phénomène dans les cellules. Là, on a choisi évidemment un ADN de bactérie, mais est-ce qu'il y a une bactérie ou un virus qui peuvent être à l'origine de ceci? Bon, les choses sont en cours, mais on a des suspects, on peut dire, et qui sont liés aux mitochondries. Ceci se lie également donc à la théorie de Warburg du cancer, qui suggère que une origine primaire, là on pense à l'étiologie même du cancer, n'est-ce pas? Ce n'est pas tous les symptômes biochimiques, génétiques qui sont étudiés à l'heure actuelle, qui décrivent ce qui se passe quand une cellule est devenue cancéreuse. Là, on essaie d'expliquer pourquoi la cellule va devenir cancéreuse. Alors, une hypothèse, donc, c'est qu'il y a une modification importante des mitochondries, puisque Warburg et bien d'autres à la suite ont montré que la synthèse d'ATP par phosphorylation oxydative dans les mitochondries est très perturbée dans les cellules cancéreuses et remplacée par une glycolyse qui a moins bon rendement, mais qui génère de l'ATP de façon plus rapide. Et on peut dire peut-être que c'est cette génération continuelle et anormale par les mitochondries d'ATP qui va être un moteur pour que la cellule va continuer à se diviser indéfiniment. Alors, donc ceci pour l'instant est une hypothèse, mais je vous montre les résultats de la transduction de Borrelia. Donc ici, c'est la PCR qui a été faite sur les cellules qui ont été transduites, et donc on a en fonction des jours, on a une formation de cet ADN qui disparaît bien sûr quand les cellules sont mortes. Et bien, beaucoup de témoins, ça c'est le témoin avec l'eau. Il y a aussi ce qu'on appelle le bruit blanc. On a fait des essais avec du bruit blanc qui n'ont rien donné, pas donné de génération et pas donné de mort cellulaire. Alors, on a choisi également plusieurs messages en dehors de Borrelia qui montrent que parfois ça marche également, mais pas partout. Donc la qualité, la spécificité du message est importante. Et bien sûr, on pense, même si on n'a pas toute d'explication, à une application thérapeutique. Alors ceci est en cours sur des souris porteuses de tumeurs humaines. Et on essaye de voir donc si une irradiation de ces souris leur donnant le même message va induire aussi une régression de la tumeur greffée chez la souris. Donc nous en sommes à ce stade. Et simplement, je termine en vous disant que tout ceci est un travail d'équipe avec donc des collaborateurs très compétents et également des physiciens, et notamment des physiciens italiens. Et je dois signer le nom de Del Giudice qui est décédé et celui de Giuseppe Vitiello. Et nous avons donc publié plusieurs articles, et le dernier est celui-là, en hommage à Del Giudice, et qui résume la situation où on en était en 2014, en 2015. Voilà. Et remercier bien sûr tous ses collaborateurs, les membres de la Fondation mondiale du sida et les membres de Chronimed, dont plusieurs membres sont ici. Merci beaucoup.